Bienvenue à cette première plénière de la matinée sur les violences faites aux femmes. Et sans perdre de temps, parce que le temps est compté dans les congrès, j'invite Robert Cariou, professeur émérite de criminologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, France, qui sera le modérateur de cette table ronde. Robert. Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous, mais je regardais le programme ce matin. Nous sommes le 7 octobre, ça veut dire que c'est la fin du Congrès. Nous avons tant de choses à échanger encore que j'attends avec beaucoup d'impatience que les organisateurs nous disent à la fin du Congrès que dans 2 ans, il aura effectivement lieu. Pourquoi pas à Angers et pourquoi pas ailleurs, mais ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu pendant ces 2 jours était véritablement fructueux. Sans plus attendre, je vais appeler les panélistes de cette table ronde consacrée à une question éminemment d'actualité, éminemment sensible concernant les violences faites aux femmes et la médiation. J'appelle pour ce faire, dans l'ordre de leur intervention, Théophilos Rifiotis, si tu veux bien nous rejoindre et prendre place à un bout de... Bonjour, monsieur le professeur. Merci, assieds-toi. En suivant, Catherine Rossi, si tu veux bien nous rejoindre. J'appelle maintenant Marie-Ève, l'amoureux. Je vous en prie, madame. Nachieli Ramírez Hernández, por favor. Voilà. Et enfin, at last but not least, notre amie Mélanie Vallée. Le temps nous est compté, comme l'annonçait il y a un instant notre collègue. Et pour ce faire, eh bien, je vais éviter de prendre du temps en présentant davantage cet atelier pour laisser nos panélistes s'exprimer pleinement et pour offrir à la salle la possibilité de ces échanges, encore une fois, sur cette question des violences faites aux femmes. Et si cela est utile, d'envisager dans la régulation des conflits qui les opposent à un auteur, j'ose à peine dire, comme vous le dites si bien au Québec, un cogneur familial, le mot n'est pas bien choisi, je m'en excuse, et je vais leur demander tout simplement de se présenter elles-mêmes, au-delà de ce qui est indiqué derrière nous sur la diapositive. Il y a peut-être des aspects un peu plus personnels qu'elles aimeraient partager avec vous avant d'entrer précisément dans le vif du sujet. Alors, je commence tout simplement par toi, Mélanie, si tu veux bien commencer. Avec plaisir. Bonjour. Mais d'abord, merci de me recevoir. Mélanie Vallée, je suis avocate au ministère de la Justice, à la direction des programmes d'adaptabilité de justice réparatrice. En fait, c'est une toute jeune direction qui a 4 ans environ. Et puis, notre mission, en fait, c'est d'élaborer des programmes socio-judiciaires et de les mettre en place là, à l'échelle provinciale. Merci. Hola, los voy a obligar a ponerse sus bailarinas. Solo hablo español y un poco de inglés. Me encantaría poder hablar francés, la verdad, pero ya a estas alturas está medio difícil. Me da muchísimo gusto estar aquí por segunda ocasión. Estuve en el primer congreso y sí les quiero decir que ya casi al final puedo decir que va mejorando, ¿no? El primero fue excelente y la verdad los temas que hemos visto en este son sumamente pertinentes y ojalá me inviten para el tercero, ¿no? Tengo una hija que se llama Amaranta
y pues allá está en México, todos bienvenidos cuando quieran. Gracias. Marie-Ève, s'il te plaît. Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Ève Lamoureux, je suis directrice de Équijustice, je vous en parlerai davantage tantôt, et je suis également médiatrice au Service correctionnel du Canada. Merci. Catherine. Bonjour, Catherine Rossi, je suis professeure de criminologie à l'Université Laval, donc qui est à Québec et pas du tout à Laval pour ceux qui... Québec-Capitale. Et voilà, membre d'un centre de recherche sur les violences, en fait un centre de recherche interdisciplinaire sur les violences familiales et violences faites aux femmes. Je suis aussi présidente d'un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et j'ai la chance de travailler donc avec plusieurs de ces personnes au quotidien dans le développement de la justice restaurative notamment. Théo. Bonjour à toutes et tous. Je suis content d'être là. Je suis professeur en anthropologie à l'Université fédérale de Santa Catarina. Parfois c'est Santa Carolina, mais c'est Santa Catarina, au sud du Brésil. Et je dirige un laboratoire qui s'appelle LEVIS, laboratoire des études de violence. Et nous avons depuis des années des projets, comme je vais le présenter, à propos de la judiciarisation de la violence de genre, particulièrement les pratiques de la judiciarisation. Je suis vraiment content d'être là parmi vous. Merci. Tu peux garder le micro, Théophilos, puisque c'est toi qui nous fais l'honneur de commencer cette table ronde. Je crois. Oui, si tu veux. Bon, bonjour à toutes et tous, je recommence. Ma présentation porte sur près de 24 ans de recherche sur la judiciarisation de violences envers les femmes au Brésil et surtout dans les commissariats de protection de la femme, je vais vous expliquer tantôt, depuis 1998 et depuis 2006 dans les cours spécialisés en violences faites aux femmes. J'appartiens, je dirige même un réseau de recherche dans le Brésil, dont plusieurs villes sont concernées. Maintenant, nous avons conclu un grand projet sur 3 ans dans ces réseaux. J'ai des livres que j'aimerais bien, si jamais il y a des intéressés, personnes intéressées en lire les portugais. C'est une langue exotérique, je sais bien. Mais j'ai 2 volumes et j'ai des exemplaires. Si vous voulez, à la fin, je pourrais distribuer aux intéressés. Bon, on sait bien si je dois partir de quelque part pour un bilan général, donc surtout au Brésil, je dirais que la violence contre les femmes ou les violences intimes est évidemment, comme nous le savons tous, un symbole majeur de la lutte féministe. Nous savons ça depuis la lutte contre la symétrie des genres, les indices, la domination masculine, les autres, et nous avons déjà accumulé quand même, après 1970, c'est un espèce de point de repère historique, nous avons beaucoup accumulé. Mais c'est vrai aussi que la société, elle demeure quand même une société asymétrique dont la domination masculine est encore tout à fait présente. Mais pour bâtir une société juste et équitable, la violence des genres peut représenter non seulement un sujet particulier, mais peut représenter un défi majeur pour la société tout en entier. À mon sens, il n'est pas sans intérêt, après quand même 50 et quelques années, de se demander historiquement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé par rapport dans les rapports des genres, mais aussi dans les demandes des victimes et aussi au système judiciaire. Je voudrais vous présenter, je peux commander ça? Ah tiens. Non. Je recommence. Voilà. Donc, d'un point de vue historique au Brésil, on peut considérer 4 grands mouvements. Le premier mouvement est de reconnaissance par l'État du traitement pas équitable
dans le système de justice de causes liées à violence de genre. C'était un mouvement très important avec la création de commissariats de protection de la femme. Les premiers étaient bâtis en 1985. Comme c'est la police judiciaire de ces commissaires, sont toujours judiciaires et provinciales, donc chaque province a créé au fur et à mesure ces commissariats. Le deuxième mouvement, donc le premier de reconnaissance, le deuxième c'est la loi 9099 de 1995, mais c'est une loi qui préconise la conciliation et la transaction pénale, ou si vous voulez, la négociation, dans les cas de moins de 2 ans de peine, dite d'infraction de meneur impact. Or, la plus grande partie des cas, effectivement, était dans cette circonstance. Et là, on a eu quand même des résistances assez importantes, des mouvements sociaux, qui se posaient la question critiquement de la dépénalisation qui s'entraînait, la réprivatisation des conflits et, en plus, la dépolitisation de la cause des femmes. Ces mouvements sociaux ont abouti en 2006 à un troisième mouvement, c'est la loi 11340, dite loi Maria da Penha. Si j'aurais le temps dans le débat, je pourrais expliquer pourquoi le nom. Mais ce troisième mouvement s'est immédiatement mis en cause par les juristes eux-mêmes. La loi était là, elle était une loi avec un aggravant de peine pour les violences de genre. Elle avait aussi un caractère systémique de prédire ou préconiser, si vous voulez, le soutien aux victimes et aussi aux agresseurs. Donc c'est une loi assez ample, mais elle préconisait basiquement l'idée de la judiciarisation. Cependant, la loi n'a pas été mise en cause, elle n'a pas été mise en marche tout de suite dans tous les endroits du pays, parce qu'il y a eu de contestations, comme je disais, des juristes, par rapport à son caractère constitutionnel. Constitutionnel parce que ça faisait la différence entre les hommes et les femmes. Et ça a pris quand même 4 ans de débats jusqu'à la Suprême Cour, et décidé que c'était constitutionnel. Pendant ce temps, donc, on a perdu 2006-2010, on a perdu quand même beaucoup de temps et la loi n'a pas été employée pleinement. Puis, il y a un deuxième débat qui s'est mis donc, en marche, c'est le débat sur l'intervention inconditionnelle ou pas. Est-ce que dans les cas de violences donc, faites aux femmes, on devrait préconiser la situation inconditionnelle, c'est-à-dire la victime n'a pas droit d'enlever la plainte, parce que ça, c'est une cause aussi très importante. Et ça a mis encore 6 ans de débat. Donc, seulement en 2012, la Suprême Cour a dit la loi 11340 est une loi d'action inconditionnelle, c'est-à-dire les victimes n'ont pas droit d'enlever la plainte. Bon, vous voyez, nous sommes déjà en 2012. 2018, le Conseil national de justice établit la possibilité de la pratique de la médiation et même de la justice réparatrice dans les cas de violence de genre. Le programme du Conseil est appelé Justice pour la paix dans le ménage et actuellement, elles adoptent majoritairement la pratique de cercles de paix qui prennent une voie thérapeutique et des réconciliations dans les couples. Si je fais le résumé, enfin, c'est un bilan historique rapide, mais c'est fait le résumé. Je vois des efforts permanents d'adéquation au niveau normatif, législatif, si vous voulez, et aussi au niveau institutionnel. C'est ça qu'on voit au Brésil. Toutefois, il faut dire qu'il y a quand même un mouvement ou une tendance pendulaire. On s'en va vers la pénalisation, on s'en va parfois vers l'intervention dite alternative. Donc, historiquement, au Brésil, on trouve les aléas de la judiciarisation de la violence des genres. Nous ne sommes pas restés au côté historique très général. Nous sommes des anthropologues, nous sommes partis sur le terrain et, comme je vous disais tantôt, la judiciarisation était perçue pour nous dans les pratiques. La première chose que je dois conclure avec ces mots, c'est que ce n'était pas un levier pour les changements des rapports des genres. Ce n'est pas un simple levier parce que les cours
spécialisées sont devenues, à notre avis, des arènes où sont encore une fois disputés, dans un deuxième niveau bien entendu, se sont disputés les rapports des genres, les modèles de conjugalité. Donc c'est une arène parce que les opérateurs du droit, magistrats, avocats, procureurs, ils sont tous en train de négocier avec les victimes, avec les accusés, quels sont les modèles pertinents des... J'attendais quand même du temps. Et quels sont les modèles pertinents pour l'intervention? Les modèles pertinents de conjugalité. Je dirais que la traduction des cas en type pénal n'est jamais évidente. Il y a toujours un reste qui subsiste à la traduction au crime. C'est ça que nous avons observé quand on écoute les récits et on regarde les procès. La différence entre les récits faits en cours et les procès montre bien qu'il y a un caractère insaisissable de la violence de genre par rapport au système judiciaire. La dite politisation de la justice dans les pratiques judiciaires se dédouble donc comme un champ où se disputent, dans un scénario, et ça c'est très important, plus restreint et très hiérarchisé, les modèles des rapports des genres. Les cours deviennent, comme je disais tantôt, des arènes où se mélangent des savoirs des experts du droit, des savoirs sur les genres, la conjugalité, la moralité et les vécus des sujets. Trois minutes. Et 3 minutes, 3 défis. Hein? Les premiers défis, c'est théorique. Je dirais que c'est quand même difficile à saisir rapidement, mais la notion de violence comme objet d'intervention judiciaire doit être mise en cause. Hein? À chaque jour, à chaque procès, les opérateurs essayent de voir comment trouver la traduction des faits dans des types pénaux. Cette traduction, nomination-traduction, montre bien que la violence elle-même est une catégorie descriptive et qualifiante, et pas seulement descriptive. C'est-à-dire, elle comporte toujours des jugements. Et en plus, la loi 11340, elle est aussi fondée sur l'idée des violences domestiques et familiales. Ce qui fait aussi on rapproche les thèmes de famille et du familialisme et aussi du partage entre les civils et les pénals. Comme disait Jacques Comaille, actuellement, la régulation des rapports sociaux prend la forme de polarité, dont la règle d'or devient les procès. Et là, encore une fois, cette polarité ne correspond pas toujours aux causes qui sont mises à la Cour. Je vais dire que la reconnaissance donc d'un intolérable social transformé en crime n'est pas un mouvement simple et ça dépend beaucoup des interventions. Les défis politiques et éthiques, c'est, comme disait Judith Butler, c'est les rapports sujet-norme. Ce n'est pas parce qu'il y a une norme que ça correspond à des comportements. Et là, la tension entre l'un et l'autre nous propose aussi qu'on se demande à une éthique par rapport à la législation. J'ajouterai, pour finir, la considération d'Antoine Garapon sur l'idée que le droit induit de nouvelles formes de subjectivation. Et ces nouvelles formes de subjectivation par rapport à la violence faite aux femmes, je crois que ça s'applique à un côté positif, c'est un empowerment comme on dit, mais il y a aussi un côté négatif. C'est d'une certaine façon une manière de nier la agentivité des femmes. Je conclus sur 2 phrases. La violence des genres, une phrase longue. La violence des genres ne peut pas être une question exclusivement des institutions du système judiciaire. Elle appartient au sujet concret et les demandes qui sont irréductibles au crime. En conclusion, je rappellerai que notre manière de répondre à la violence des genres offre une occasion de préciser nos choix éthiques et notre conception de responsabilité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Serge Charbonneau m'avait dit, lorsqu'on préparait cet atelier, que tu as fait d'énormes efforts pour rester cadré dans les 10 minutes. Je vois que tu en as fait beaucoup, mais tu n'es pas dans les 10 minutes, tu les as dépassées, mais c'est avec plaisir qu'on t'a écouté, car effectivement, ce que tu évoques, et je dirais que c'est une histoire presque éternelle, sauf que le droit est venu un peu compliquer tout ça, c'est cette forme de pendularité entre la norme et les comportements, et qu'aujourd'hui, effectivement, le droit occupe une place sans doute beaucoup trop importante pour la régulation des conflits, notamment de la violence de genre. Alors je passe maintenant la parole à Catherine Rossi. S'il te plaît, Catherine. Je n'ai pas précisé les règles tout à l'heure, je vais appliquer la même jurisprudence, remercier notre ami, mais c'est 10 minutes, avec un petit peu de phrase de conclusion. Merci. Parfait. Merci Robert. Merci à toutes et tous. Donc ma présentation s'intitule 10 minutes pour convaincre. Comment ça marche pour avancer le vert. Super. C'était le gros bouton au milieu. Écoutez, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'idée de la plénière de ce matin est de, en fait, débattre de l'idée d'implanter des programmes de médiation, de justice restaurative en matière de violences faites aux femmes. Alors, ce que je voudrais peut-être dire de la part du Québec, c'est que nous, ce débat, on l'a déjà eu. Il est vraiment en cours, donc on n'est plus en train de se demander si il faut le faire, on est en train de se demander comment il faut le faire, et on a déjà beaucoup avancé, donc il y a énormément de détails sur les programmes, etc., qui vous seront donnés par mes collègues. Moi, je voudrais davantage vous montrer... Ça marche pas. Oui, les raisons pour lesquelles on l'a fait. Donc, je vais vous mentionner très rapidement les 5 raisons qui nous paraissent essentielles. Ce sont des raisons qui ont été soutenues par la recherche scientifique. Donc, je vais vous présenter des propos extrêmement simples, sachant qu'il y a énormément de recherches en arrière, notamment statistiques, qualitatives, et aussi des recensions sur le phénomène au niveau mondial. Ce sont 5 raisons pour lesquelles, à notre avis, la justice restaurative ou la médiation restaurative réparatrice, appelons-la comme on veut, nous semble absolument essentielle en matière de violences faites aux femmes, en matière de violences dites conjugales, intrafamiliales, et ces 5 raisons se suffisent, à mon avis, chacune seule. La première, et ça c'est quelque chose qui nous est propre au Québec, c'est que chez nous, ces dispositifs, ils existent déjà. C'est-à-dire qu'au Québec, on en fait de la médiation restaurative, je vais l'appeler comme ça, donc nous on l'appelle pas tout à fait comme ça chez nous, mais on en fait déjà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille de manière assez particulière. La première, c'est que, en fait, sans revenir sur les approches de manière générale, on ne travaille pas la justice restaurative en conciliation ou en règlement. Donc, c'est quelque chose d'essentiellement différent de ce qu'on va faire en matière civile et familiale, où les médiateurs civils et familiaux, en matière de divorce, par exemple, ou de garde d'enfants, ont pour intérêt de conserver la famille assez unie, de permettre un dialogue et un fonctionnement familial. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais nous, nos victimes, elles vont en médiation restaurative pour haïr, pour détester leur agresseur, pour avoir le droit de le dire, pour dire des choses comme « laisse-moi tranquille, lâche-moi, je veux plus jamais te voir », voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la conciliation, la paix, l'harmonie. Donc, on va au contraire faire des choses extrêmement complexes et difficiles. Donc, mes collègues vous en parleront. Je le dis un peu de manière exagérée pour passer vite le propos. On a des approches particulières qui nous permettent d'assurer la sécurité des personnes. Et dont une en particulier, c'est qu'on ne va pas forcer la rencontre. C'est-à-dire que finalement, les rencontres en face à face, yeux dans les yeux, en partageant nos ondes, etc., on ne le fait pas si souvent. L'essentiel des dispositifs de médiation se passe en amont dans un travail de préparation, en fait, des ateliers littéralement, qui ont lieu en amont, chacun de manière individuelle et sans cette confrontation-là.
Donc on a aujourd'hui 3 programmes qui fonctionnent au Québec. Le premier, vous le connaissez tous, hein, c'est le programme Crimes graves du Service correctionnel du Canada. Donc on a beaucoup de médiateurs présents parmi nous qui font des dispositifs dans des cas de crimes extrêmement graves, notamment en violence conjugale, en meurtre conjugal. Et donc on en fait environ depuis les années 2000, 2004 exactement au Québec. Et je vous mets au défi de trouver sur Internet ou dans les journaux le moindre exemple de médiation qui aurait été ratée ou de victimes qui se plaindraient ou de dangers potentiels après. Donc ce sont des programmes qui fonctionnent extrêmement bien. Le deuxième vous sera présenté par ma collègue Marie-Ève. Ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'en fait, les dispositifs de médiation restaurative au centre du procès ou en amont n'existent pas encore en matière de violences faites aux femmes. Or, les femmes, et même les hommes, viennent aux organismes de justice réparatrice pour demander ce genre de médiation ou de rencontre de dialogue. Et on a pu les recevoir en passant par d'autres programmes, notamment l'ex-médiation sociale et citoyenne, qu'on a rebaptisé médiation spécialisée, pour être capable de faire fonctionner ces programmes avec des médiateurs hyper spécialisés. On l'a aussi en matière autochtone, donc un programme littéralement de mesures de rechange, donc en fait qui permet de ne pas judiciariser des cas de violence conjugale dans certaines communautés très isolées. Avec tout le phénomène de la colonisation et tout qui explique qu'on permet des dispositifs de droit un peu particuliers. Et pour des cas extrêmement graves, et donc je suis notamment la chercheure qui évalue ces programmes, ça fait à peu près 2-3 ans qu'ils sont en place. On a eu des coups de couteau, des cas de violence conjugale graves, et on n'a aucune récidive pour le moment sur tous les cas qu'on a fait. Donc ce sont quand même des programmes qui fonctionnent très bien. Tout ça pour vous dire très rapidement que la seule question qui s'est posée actuellement, c'est que la médiation restaurative en matière de violences faites aux femmes, elle se fait déjà. Et quand je vous dis donc que la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit en faire, mais comment on doit en faire, c'est qu'à un moment donné, je vais le dire dans des mots très simples, mais le train est déjà parti. Et donc la seule question qu'on a dû poser à nos ministres, à notre gouvernement, à nos institutions, à nos juges, à nos procureurs, c'est nous on y va. Est-ce que vous voulez venir avec nous ou vous restez sur le quai? Parce qu'on va en faire, il s'en fait. Donc tant qu'à faire, autant travailler ensemble et le faire de manière harmonieuse et en mettant tout le monde dans la conversation, en essayant d'assurer la sécurité des personnes. Qui je dois viser? Voilà, alors la deuxième raison, et elle aussi elle se suffit toute seule, c'est qu'il n'y a aucun moyen qu'en dénonçant, on arrive à prendre en compte tous les cas de violences conjugales et de violences faites aux femmes dans les tribunaux. D'accord? Donc il y a environ, à peu de choses près, peut-être 8 millions de femmes en France qui pour l'instant n'ont rien dit. Donc si vous voulez que toutes les femmes dénoncent, ouvrez vos tribunaux parce qu'il va vous débarquer 8 millions demain matin. C'est exactement le phénomène qu'on a. Ces chiffres, tout le monde les connaît. Une femme sur 3 va être violentée. À peu près 100% des femmes vont vivre au moins une fois dans leur vie une agression sexuelle, pas toujours grave, une forme de violence conjugale, pas toujours grave. Levez les doigts, mesdames, à qui c'est jamais arrivé, messieurs aussi d'ailleurs. On le sait tout ça. Et on n'arrête pas pour autant de parler en disant dénoncer. On ne peut pas tout dénoncer. C'est de toute façon statistiquement impossible de tout dénoncer. Deuxièmement, le chiffre des violences conjugales et des agressions sexuelles, et ça c'est très intéressant au niveau scientifique, ne change jamais. Peu importe les lois que vous passez, peu importe tous les dispositifs législatifs qu'on a mis en place, en matière de meurtre, ça se voit très bien, la courbe est désespérément stable. Comme si rien n'y faisait. Comme si à l'intérieur de la famille, tout ce qui arrive est absolument imperméable à tout ce qu'on peut faire autour. Donc ça nous a, dans le milieu académique, ça nous a fait faire un constat simple. C'est que c'est peut-être pas uniquement un problème pénal, c'est aussi un problème éminemment social. Donc il faut chercher d'autres recours que des recours uniquement pénaux. Troisièmement, ça mon collègue l'a très bien dit, mais il est extrêmement associé aux violences de genre. Donc la violence conjugale, si vous voulez, elle est un peu mixte, au sens où il y a beaucoup de femmes qui agressent des hommes aussi. Mais là, je vais le dire une fois, ce sont les femmes qui meurent. Ce sont les femmes qui meurent, pas les hommes. Ça n'est pas une problématique mixte du tout. Donc les arguments, Théophilos les a eus mieux que moi tout à l'heure.
Il est loin de n'avoir que la conjointe pour victime. Donc on a déjà un phénomène d'une ampleur incroyable. Ça, c'est si vous comptez même pas les enfants témoins. Donc on a beaucoup d'études au Québec sur la reproduction des violences, sur les enfants, sur la manière dont ça s'étend à l'école, etc., etc. On n'a pas un petit problème qui se règle par une dénonciation au tribunal uniquement. Il est contre-instinctif. Ce sont les jeunes couples qui sont les plus touchés. Les violences sont plus sévères après la séparation. Donc ça, on se fait dire ça beaucoup dans le sens commun. Pourquoi tu ne quittes pas ton conjoint? Parce qu'après, c'est pire. Parce qu'après la séparation, on a la pension alimentaire qui permet de garder les liens, la garde d'enfants. Et c'est là que les relations d'emprise aussi deviennent de plus en plus aiguës. Et beaucoup de meurtres de femmes, nous, qu'on a eu au Québec récemment, la conjointe était partie. Et elle est morte parce qu'elle est partie. D'accord? Donc, quitte-le, c'est pas nécessairement la position qui la met la plus en sécurité non plus. Ça veut pas dire qu'il faut qu'elle reste avec pour autant. Ça veut dire qu'il faut trouver des moyens d'intervenir. Et enfin, les femmes ne parlent pas. Et ça aussi, on le dit souvent, il y a 70% de silence en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle. 70%. À chaque fois qu'on dit ça au niveau scientifique, la première réaction qu'on nous oppose est de dire « Ah, mais il faut qu'on développe nos tribunaux pour qu'ils soient plus accueillants. » Non, non, on n'a pas dit 70% des femmes ne parlent pas et parleront peut-être. 70% des femmes ne parleront pas. Elles parleront à leurs sœurs, à leurs cousines, à leur mère, à leurs amis. Elles ne parleront pas ni à un policier, ni à un juge, ni à un intervenant social. Il y a du silence, il va y en avoir. Donc il ne faut pas essayer de l'enlever. On peut essayer de l'enlever, bien sûr, mais il faut essayer aussi de trouver des dispositifs qui permettent de le prendre en considération et de l'accepter. Parce qu'il y a des questions d'humilité, d'intimité qui viennent avec ces phénomènes. Troisième raison, je vais vous le dire très simplement pour essayer d'aller vite, mais en droit, la base, c'est de pouvoir qualifier une infraction. Est-ce que c'est une voie de fait, un coup, un meurtre, de la violence sexuelle, voilà, il faut qualifier une infraction. La violence conjugale est un processus. Elle n'est pas une infraction. Elle est plusieurs petites infractions. Donc quand les femmes arrivent, c'est parce que monsieur a cassé la table, pas nécessairement leur figure tout de suite. C'est parce qu'il a jeté les affaires par la fenêtre. C'est parce qu'il devient contrôlant sur les SMS, où tu es, envoie-moi des photos, etc. Et donc on a plein de petits indices que ça ne va pas, que la relation d'emprise est en train de se mettre en place, mais on n'arrive pas encore à la qualifier. Donc les femmes viennent en disant « j'ai peur » et on ne peut rien faire encore parce qu'on est juste au début du processus. Donc ça nous rend extrêmement difficile de qualifier. Donc moi je travaille beaucoup avec les policiers au Québec et qui nous disent « Madame, est-ce que c'est arrivé une fois ou plusieurs fois ?» Ben, le coup dans ma figure, il est arrivé une seule fois, mais avant j'avais plein d'autres choses, des toutes petites choses, ou des choses qui s'accumulaient, ou c'est en fait l'accumulation qui fait que c'est grave, c'est pas une de temps en temps, et c'est extrêmement difficile. Ça revient tout simplement à essayer de faire rentrer un problème diffus, cyclique, dans quelque chose d'extrêmement concret, qualifié, pénal. Et ça ne fonctionne pas, c'est un rond dans un carré. Et ça fait qu'on a des difficultés toujours à essayer de l'appréhender et de la qualifier. La médiation restaurative, la justice réparatrice, elle est faite pour ça, pour le flou. Et c'est ça qui fait que ça peut fonctionner. Donc, étant donné la forme cyclique, exponentielle, temporelle de ces émanations, ce phénomène n'est pas compatible avec une traduction juridique, ou pas toujours compatible, avec la traduction juridique d'un fait ponctuel ou d'une infraction isolée. Voilà, on arrive à qualifier une violence violente, si vous voulez, mais il faudrait qu'on puisse intervenir en amont. Et la quatrième raison qui vient avec, c'est qu'en droit, on est condamné à arriver trop tard en violence conjugale. Quand on peut intervenir, punir, c'est que c'est déjà presque trop tard. C'est souvent le premier coup qui est fatal. Donc, alors chez nous, c'est l'année dernière et l'année d'avant, pendant la pandémie, on a eu plusieurs meurtres de femmes, un niveau très très élevé par rapport à la moyenne. Aucune de ces femmes n'a eu des antécédents de violence physique avant. Elles étaient quasiment toutes allées voir la police. S'était fait dire que c'était pas encore assez grave, qu'on pouvait pas faire grand-chose. Le premier coup a été fatal.
Il l'a poussée, elle est tombée, elle a pris le coin du mur, elle est morte. Ou il l'a étranglée, elle est morte. Excusez-moi, c'est horrible, à 8 heures du matin, là, reprenez un café. Mais c'est ça qui se passe. Donc, attendre le premier coup pour qualifier la violence conjugale, c'est terrible, c'est une erreur. Il faut arriver en amont. Il faut arriver en amont, on a une manière de le dire au Québec, quand il a pris les poubelles ou les ordures et qu'il les a balancées dans la rue, comme c'est là. Mais ça, on ne peut pas punir. On ne va pas mettre des hommes en prison parce qu'ils ont cassé la table. Et c'est là qu'on doit commencer à intervenir, c'est en amont. Je voudrais vous montrer ces statistiques, elles sont absolument fascinantes. Les véritables prédicteurs de la violence conjugale dans un couple, c'est, vous le voyez là, la violence psychologique et l'exploitation financière. D'accord ? Alors l'exploitation financière, le cas typique, c'est quand vous entendez monsieur dire « elle se paye des sorties en boîte de nuit avec ma pension alimentaire ». Ce genre de... Voilà. Là, mais vous ne pouvez pas mettre monsieur en prison parce qu'il a dit ça. D'accord ? Mais là, il y a quelque chose. Où elle s'achète des... Vous l'avez tout entendu, j'entends des murmures, voilà. C'est ça qui se passe, et la violence psychologique aussi. Quand on est dans le contrôle, je veux sortir avec mes copines, oh, si tu étais heureuse à la maison, tu sortirais pas tous les soirs. Voilà, donc c'est tous ces rapports-là qu'on voit, et qu'on ne peut pas punir, et qu'on peut travailler par contre, en amont, avant que ce soit grave. Donc on ne vous dit pas nécessairement de faire de la médiation restaurative quand on est déjà en train de s'entretuer, mais d'intervenir en amont pour permettre aux personnes, non pas de se réconcilier, mais voilà. Donc je laisserai mes collègues vous présenter tout ça. Et la dernière raison, celle-là, elle est un peu plus... oui, pardon, j'avais pas appuyé, mais donc on a une très haute importance des violences post-séparation. La 5e et dernière raison... Et alors, celle-là, elle est difficile, si vous voulez, à expliquer simplement, mais elle est fondée sur des recherches hyper complexes. Je vous demanderai pas de lire la diapo. Ce sont un peu des extraits de tout ce qu'on entend, donc c'est aussi les mots des femmes, c'est pour ça que c'est écrit de manière assez familière. La première cause de la violence faite aux femmes, elle n'est pas individuelle, elle est structurelle. Donc ça, il faut l'accepter, parce que c'est fondé scientifiquement. On a tout le temps tendance, en tout cas aujourd'hui énormément, à hyper-individualiser et hyper-responsabiliser les conflits. D'accord ? C'est sa faute à lui. C'est un batteur de femmes. Il est violent. Il a un problème mental, etc. Donc on va chercher la cause dans la tête de monsieur et dans le comportement de madame. Elle n'avait qu'à partir. Elle doit apprendre à dire non, à mettre ses limites. Elle doit guérir de son trauma, elle doit apprendre à dépister la violence, elle doit dénoncer, etc. Donc on est complètement focalisé sur les usagers eux-mêmes de manière hyper individuelle. Et vous avez à droite toutes les raisons que nous on entend, que les gens nous disent. C'est pas sa faute à lui. Alors je vais faire tandis que Théophilos vous expliquait comment on conçoit les violences de genre de manière féministe. Moi, je vais parler aussi parfois au nom des hommes, parce qu'il nous arrive, alors on a retrouvé en violence conjugale à peu près 100% des hommes violents prenaient des antidépresseurs, étaient médicamentés pour des souffrances de stress, d'angoisse, etc. Ça, c'est quoi ? Performance, productivité. Il faut gagner de l'argent, il faut être musclé, il faut faire du sport, il faut avoir une belle voiture, il faut être performant, il faut travailler beaucoup. Et là, il rentre à la maison épuisé de stress et madame lui dit « tu m'aides jamais à la maison, tu fais jamais rien et tu ramènes pas assez d'argent ». Et donc, c'est ces hyper-pressions-là aussi qu'il faudrait qu'on commence à travailler. Parce que c'est aussi ça qui se passe et qui fait que ça monte et que ça augmente. Il doit être protecteur, il doit être viril, etc., etc. Et les femmes défendent leurs hommes. Et ça, c'est absolument intéressant. Elles arrivent en médiation en disant « oui, mais c'est pas que sa faute ». Et donc là, on dit « oui, mais elle se victimise, elle s'accuse, elle se blâme ». Oui, donc ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a aussi quelque chose ici qui n'est pas que de l'hyper-responsabilité individuelle et qui ne se réglera pas juste par une sanction pénale. De son côté à elle, pourquoi elle est restée, pourquoi elle se tait, pourquoi elle laisse faire les violences ? Parce qu'elle n'a pas le choix de protéger sa famille. Elle doit aussi permettre la survie de son couple au niveau financier, de sa famille.
elle a beaucoup plus peur de perdre ses enfants que des coups. Donc elle va préférer rester plutôt que de prendre la chance que, c'est quoi, la PJJ chez vous, en tout cas la protection de la jeunesse, vienne s'emparer de sa famille, etc. Elle veut garder ses privilèges sociaux. Les femmes riches, on n'en parle jamais, mais il y a des femmes juges, victimes de violences conjugales, avocates. Vous pensez quoi, qu'elles vont aller voir la police? Jamais. Qu'elles vont attendre que ce soit invivable, parce que ça va humilier tout, leur famille, leur profession, ça peut mettre absolument tout en danger. Mais alors évidemment, les femmes vulnérables, c'est encore pire, bien entendu. Elle veut garder son travail, son réseau. Elle vient d'un milieu peut-être où ce comportement est valorisé dans sa culture, d'être une femme un peu obéissante, etc. Donc, en dénonçant, elle se fâche aussi avec son père, avec son frère, donc, elle a beaucoup à perdre. S'il te plaît, Catherine, tu peux avancer vers la conclusion. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Et il y a aussi la part des autres, ceux qui voient tout mais qui peuvent rien faire, qui n'ont pas pu intervenir parce qu'elle n'était pas assez battue encore, etc., etc. Ce que je veux dire peut-être simplement en conclusion, c'est que la violence conjugale, la violence faite aux femmes, c'est un problème social qui a des conséquences individuelles extrêmement graves. Ça n'est pas un problème individuel qui a des conséquences sociales. Donc l'intervention en médiation restaurative, en justice pénale, les deux sont absolument nécessaires. Mais il est temps qu'on commence à travailler sur le comment est-ce qu'on peut mettre ces personnes en sécurité, comment on peut enfin s'occuper de cette problématique et qu'on la repense autrement. Parce que de toute évidence, tout ce qu'on a fait depuis les 20, 30, 40 dernières années, ça n'a pas encore complètement marché. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Et je crois que là, on avance très clairement vers ce qu'est la réalité. Et comme tu le dis, la situation joue un rôle absolument essentiel. Et jusqu'à présent, cette situation n'a été régulée que, encore une fois, que par la norme. Et il est temps, en amont, de prévoir des dispositifs, comme vous le faites si bien au Québec, ce que, je pense, va confirmer ton amie québécoise, Marie-Ève Lamoureux. Tu as la parole pour 10 minutes. Pour 10 minutes, un timer, c'est super. Rebonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de m'adresser à vous. S'il y a des choses dans mon accent qui ne sont pas claires, levez la main. Ce bouton me stresse, je vais l'essayer tout de suite. Ah, voilà. Ah oui, ça fonctionne. Donc, laissez-moi d'abord commencer ma présentation, avant même de vous parler de moi ou d'Équijustice, en répondant aux questions qui ont été adressées à chacun d'entre nous. Donc, à la question, est-ce que les femmes peuvent être mieux entendues? Tout de suite, je peux vous répondre que oui. Elles doivent d'ailleurs être mieux entendues, autant par le système de justice pénale, par les soins thérapeutiques que par la justice réparatrice également. Des torts ont été causés, c'est notre responsabilité de les accompagner. Je veux vous partager aussi, avant d'aller plus loin, que ce qui est important pour moi, s'il y a une chose à retenir, je préfère vous la dire d'abord, c'est qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous avec l'expérience du terrain, bien entendu, et je veux vous dire que plusieurs d'entre celles que j'ai accompagnées en médiation, n'aimeraient pas que j'arrive aujourd'hui en vous disant que c'est pas possible, la justice réparatrice, parce qu'elles l'ont fait, elles l'ont souhaité, elles ont été accompagnées. Maintenant, est-ce que la justice réparatrice est possible dans toutes les situations, à tous les moments, avec toutes les personnes? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde souhaite ça? La réponse, c'est non. Il y a plusieurs femmes qu'on accompagne qui ont été satisfaites, soit des soins thérapeutiques ou l'accompagnement judiciaire qu'elles ont eu. Je ne remets pas ça en question. Et je ne veux pas que vous entendiez mes propos aujourd'hui comme étant ceux uniquement qui doivent être à l'extérieur des systèmes. Je reconnais tout ce qui se passe. Mais par contre, il y a des gens qui cognent à notre porte, qui demandent la justice réparatrice, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elles demandent, qui les accompagne, qui les réfère. Quelques mots, donc, attends, je vais utiliser en même temps mon petit texte, juste pour être certaine. Donc, c'est ça, peut-être vous dire ce qu'elles demandent, la plupart du temps, c'est un espace sécuritaire
pour entrevoir, est-ce que ça serait possible que je lui parle? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable que je dise à la personne qui m'a créé des torts ce que ça a été pour moi? C'est souvent la question qui nous est posée. Et donc, je veux que vous entendiez mes propos comme étant des gens qui viennent demander, mais qu'on n'est pas en train de prévoir est-ce qu'elles vont se rencontrer tout de suite. C'est comme ça que j'aimerais que vous entendiez. Donc, quelques informations avant de débuter. Peut-être, Catherine a mentionné qu'au Québec, au Canada, depuis une quarantaine d'années, au Québec depuis 2004, existe un programme post-sententiel au niveau du service correctionnel canadien. Et c'est quand même autour de 150 nouvelles demandes par année qui sont demandées dans des situations, entre autres de violence conjugale et de violence sexuelle, dans lesquelles c'est a posteriori que des gens ont des choses à se dire. Ce n'est pas mon propos, mais c'était une information que je voulais vous partager. Je voulais vous partager aussi qu'Equijustice, l'organisme pour lequel je travaille, c'est une association. C'est une association qui concerne 23 organisations. C'est plus de 150 employés. Il y a 300 médiateurs dans les services d'Equijustice qui existent depuis 40 ans. Les médiateurs, ce sont des médiateurs, pour la plupart des médiateurs qui sont issus des sciences sociales. On parle de victimologues, de criminologues, de travailleurs sociaux. Donc, c'est les gens qui travaillent en accompagnement, en médiation, ne sont pas des juristes dans nos organisations. Peut-être vous dire que dans les services d'Equijustice, je vous pose des choses pour que vous m'accompagniez dans ce que je veux vous partager. Donc, depuis 40 ans, les organisations comme le nôtre accompagnent des adolescents contrevenants et des victimes dans des situations de médiation restaurative, entendez-moi, comme tel que Catherine vous l'a mentionné, à la fois pour des vols, des infractions qui peuvent apparaître bénignes, mais également en justice restaurative chez les mineurs, il se passe des situations où des auteurs et des victimes se rencontrent depuis plusieurs années dans des situations de violence amoureuse, qu'on qualifie de conjugales quand ils sont adultes, mais c'est des situations de violence amoureuse qui se sont passées. C'est des situations d'inceste dans des familles, c'est des beaux-frères et belles-sœurs, donc il y a des petits frères et sœurs qui ont vécu des abus qu'on accompagne. Donc, c'est pas nouveau, on en parle beaucoup, on le questionne chez les adultes, mais chez les mineurs, ça fait longtemps que ça existe. Vous me direz qu'ils sont encadrés dans les processus judiciaires, c'est vrai, ils ont été développés en ce sens. Ça fait plus de 40 ans. Je veux venir vous poser aussi que depuis 2017, chez les adultes, dans des infractions qui apparaissent comme étant de gravité objective moindre, il y a également plusieurs auteurs et victimes qui vivent des dialogues entre eux dans des situations dont les vidanges ont été garrochées, dont des vitres ont été cassées sur des voitures, dont il y a eu des graffitis sur la maison. Les situations ne sont pas apparues dans les services judiciaires comme dans des situations de violence intime, mais elles le sont quand on accompagne les gens, quand ils discutent entre eux. C'est aussi de ça qu'on parle et il y en a des situations qui sont accompagnées en ce sens. Une autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment, depuis plusieurs années, également des citoyens, là, n'entendez pas violence conjugale et sexuelle, entendez plus interpersonnel, qui cognent aux portes d'Equijustice en ne souhaitant pas, en n'arrivant pas par des parcours judiciaires communs, mais en souhaitant des dialogues avec l'autre personne en dehors des systèmes. Ça fait très longtemps que ça existe, ils viennent cogner parce qu'ils vivent des difficultés dans les familles, parce qu'ils vivent des difficultés dans leur voisinage, parce qu'ils vivent des difficultés dans leur milieu de travail. Ils viennent cogner en choisissant de ne pas dénoncer au niveau criminel ou civil leur situation et qui souhaitent le dialogue dans leur situation. C'est plus de 1000, 2000 personnes par année qui font cette demande-là. Une chose qui m'apparaît importante, deux dernières choses qui m'apparaissent importantes de vous partager, c'est aussi que les médiateurs, peu importe dans quel secteur d'activité ils travaillent, à Equijustice, ont une approche en médiation qui leur est propre, approche que je pourrais vous partager, que je pourrais voir, mais n'entendez pas la conciliation, entendez plutôt une préparation approfondie individuelle avec le médiateur dans une route qui peut permettre aux personnes de se rencontrer ou non. Catherine l'a très bien dit tantôt, je vous dis le mot rencontre, mais vous voyez, j'utilise aussi échange, j'utilise aussi dialogue, parce que les gens n'ont pas, et nous ne présupposons pas d'ailleurs comme médiateurs qu'ils seront assis un avec l'autre. Il y a plusieurs façons de communiquer entre les personnes et ce n'est pas le médiateur qui va prendre la décision de la manière de communiquer, ce seront les personnes. Donc, dernière information, c'est ça. Le dialogue de la médiation n'a d'ailleurs pas pour objectif, je réinsiste sur ce que Catherine a dit, ni le pardon, ni la guérison, ni la conciliation,
La médiation a pour objectif ce que les personnes qui viennent vers nous ont comme objectif pour elles-mêmes. Sachez que dans la plupart des situations qu'on accompagne, il y a environ le tiers des situations où les gens vont arriver vers nous. Ils seront accompagnés dans leur réflexion d'envisager le projet de dialogue et que ça s'arrêtera là. Dans l'autre tiers des cas, autant la première personne qui demande que la personne qui est concernée par la demande sera accompagnée et ça l'arrêtera là. Il y a dans l'autre tiers des situations où la première personne, la deuxième personne sont accompagnées de manière individuelle et qu'il y aura échange entre eux par la méthode qu'ils auront choisie pour communiquer. Je vous ai parlé des programmes judiciaires qui font en sorte qu'on reçoit des gens dans des situations et qu'on les accompagne en médiation. Les situations hors judiciaire, sachez que mon propos, ce qu'on appelle la médiation spécialisée dans notre jargon, c'est depuis 2017 que c'est devenu de plus en plus clair, de quelques demandes par année. On est rendu à plus d'une centaine de demandes par année, dans des contextes où des gens cognent à la porte, souhaiteraient être accompagnés dans des violences qu'ils ont vécues en dehors des systèmes judiciaires. C'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler... Oups, je vais vous aider à me suivre. Je vais vous parler que c'est, la manière dont on le qualifie, un mouvement de femmes qui vise l'amélioration des systèmes de justice parce que des femmes souhaitent être entendues, des femmes les ont entendues, les ont référées et des femmes les accompagnent. J'ai les mêmes propos que Catherine. Je vais vous parler des femmes, mais je rencontre aussi des hommes qui demandent, je rencontre des femmes qui ont été auteurs aussi d'infractions. Mais bien entendu, c'est ce que je veux porter à votre attention, c'est que la majorité de celles qui ont demandé des services de médiation spécialisés sont des femmes en haute majorité. Dans le 3/4 des cas, ce sont des femmes qui prennent le téléphone et qui contactent. Dans le 2/3 des situations, ce sont des femmes qui sont, ou du moins des personnes qui sont dans dans un statut de personne qui a subi des torts, donc de victimisation. Ce ne sont pas la majorité des auteurs qui demandent, mais il y en a qui le demandent aussi. Maintenant, de quoi il s'agit quand ils demandent? Entendez-moi, la plupart du temps, ce sont des situations de violence sexuelle qui ont été vécues. On n'est pas dans une majorité de violence conjugale dans ces contextes-ci et on n'est absolument pas, on n'a pas eu de demande dans des situations de violence coercitive, comme vous a parlé Catherine. Ce n'est pas des violences qui sont effectives. Par contre, quand je veux que vous puissiez entendre qui sont celles qui demandent, elles choisissent majoritairement de demander parce qu'elles choisissent volontairement ou elles savent que ce n'est pas vers la police qu'elles souhaitent se tourner. Il y a quelque chose qu'elles ont vécu, qu'elles portent. La plupart du temps, elles sont accompagnées au niveau thérapeutique depuis souvent plusieurs années et à certains moments, elles tournent en rond. Puis elles ont envie de passer à une étape suivante, c'est-à-dire de mes réflexions, je veux les porter, je veux les dire, il y a des bouts qui me manquent, j'ai besoin de clés pour continuer d'avancer. C'est souvent dans ces dispositifs-là que les gens nous arrivent. Elles ne nous arrivent pas absolument déterminées à rencontrer l'autre personne. Elles nous arrivent en nous demandant, est-ce que c'est vrai que c'est possible? Puis c'est à quelles conditions? Fait que la médiation, je vais vous dire que oui, c'est possible, mais pas dans toutes les conditions. Je vous l'ai dit tantôt. Le type de situation qu'elles ont vécu et ce qu'elles demandent, c'est de rencontrer l'auteur des torts qui ont été subis dans des situations souvent d'inceste. Il y a plusieurs femmes d'une 50aine, 60aine d'années qui ont vécu des abus quand elles étaient jeunes, qui veulent savoir, discuter, comprendre où est-ce qu'est rendue l'autre personne. Ou encore, Catherine en a parlé tantôt, ça dépasse aussi uniquement l'auteur des infractions. Les torts ont généré des impacts beaucoup plus larges. Certaines d'entre elles veulent savoir, « Maman, est-ce que tu savais les abus que j'ai vécus? Pourquoi tu n'as rien fait? Est-ce que mon frère a vécu aussi des abus? Je vais en parler avec lui. » C'est ça aussi qu'on reçoit. On reçoit des gens dont les plaintes ont été refusées par les policiers. On reçoit des gens dont les plaintes n'ont pas été autorisées par des procureurs. On reçoit des gens dont les auteurs ont vécu une incarcération, un suivi probatoire, appelez ça comme vous voulez, et qui manquent malgré tout des réponses au bien-être de la personne qui fait la demande de justice restaurative. Donc, quand je vous dis que ce sont des femmes qui demandent, ce sont des femmes qui demandent et la plupart d'entre elles ont été référées, vous savez par qui?
par des gens sur le terrain. Je vous ai dit que la plupart étaient déjà accompagnés au niveau thérapeutique. Celles qui les réfèrent sont majoritairement des psychologues, des intervenantes qui travaillent spécifiquement en victimologie, des intervenantes qui travaillent dans des centres d'aide et de lutte pour les violences à caractère sexuel, des intervenantes dans des écoles. Donc, elles sont dirigées vers nous, toujours avec cette idée de pas, demain matin, tu vas rencontrer l'auteur, mais va réfléchir avec le médiateur si c'est quelque chose qui peut être opportun pour toi et dans quelles conditions ça peut être sécuritaire pour toi. C'est ça qu'elle nous demande. Ce que je peux vous dire aussi, quand c'est un mouvement de femmes, c'est qu'on est les médiatrices, la plupart, et pas exclusivement par ailleurs, des femmes. Ce sont des femmes qui entendent d'autres femmes dire « Je vis des violences, je ne suis pas entendue. » J'en ai parlé exactement comme Catherine vous l'a dit, avec ma mère, ma sœur, mais je ne veux pas aller voir les policiers, je ne veux pas aller... Je cherche quelque chose qui me permettrait d'aller mieux, d'aller plus loin, puis peut-être que m'adresser à la personne qui m'a fait quelque chose, ça pourrait m'aider. Puis parfois, c'est venir rompre. Catherine a très bien dit, les gens ne viennent pas se réconcilier. Souvent, ils viennent rompre des relations, dire « je suis consciente, je veux même pas qu'on remette en question, ou si tu le remets en question, moi je suis tout à fait au clair avec ce que j'ai vécu, mais où est-ce que t'en es rendu toi? As-tu fait un bout? As-tu fait d'autres victimes? Parfois, c'est pour protéger leurs enfants qu'elles reviennent aussi. Donc, c'est ça. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les médiatrices qui accompagnent ces gens-là, on en a parlé, c'est des médiateurs qui sont hautement qualifiés. La plupart du temps, ce sont des médiateurs qui ont reçu des formations à la fois par les médiateurs du service correctionnel avec une approche qui est spécifique dans un contexte où à la fois les gens sur le terrain qui accompagnent individuellement au niveau thérapeutique des auteurs et des victimes sont venus nous partager leurs meilleures pratiques. On reçoit des témoignages et on met en situation avec des comédiens de manière filmée tout un déploiement de formation qui fait en sorte qu'on voit est-ce que le médiateur, où en est-il dans sa qualification de maîtrise de l'approche qui va permettre d'être sécuritaire avec les gens. Robert, où j'en suis dans le temps? Tu sais aussi bien que moi? Non. Alors, tu as 1 ou 2 minutes. Ah oui, c'est nos tout. amis... Parfait. Donc, je vous ai parlé... Je vous ai parlé des 3 premiers points. Sachez que de la manière dont on accompagne les gens, je veux juste vous l'illustrer concrètement. Quand elles nous appellent, dans les contextes que je vous ai parlé, elles sont reçues et accompagnées dans une réflexion qui leur est propre. Les gens arrivent avec des attentes et c'est ce qu'on explore avec elles et des attentes, ça bouge, en fait. Fait que d'abord et avant tout, les gens nous arrivent en disant « Est-ce que ça peut être possible? » Ben oui, mais ça serait quoi tes conditions à toi? Qu'est-ce que tu en penses? Dans quel contexte ça peut être bien pour toi? Qu'est-ce qui peut être dangereux pour toi? Qu'est-ce que les gens autour de toi en pensent? Régulièrement, dans les clés, dans les conditions de réussite, régulièrement, on va inclure dans les processus les proches qui sont préoccupés par le fait qu'une personne veut aller rencontrer l'auteur, que ce soit des intervenantes, des auteurs d'infraction ou des personnes victimes d'infraction vont être inclus dans les moments individuels de préparation ou du moins sollicités. Il y a vraiment des arrimages. Je vous dirais que c'est ce qu'il faut poursuivre, c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment d'être arrimé avec des gens qui sont préoccupés, mais qui sont aussi ouverts à la justice réparatrice. Parce que dans les résultats, j'y arrive, dans les résultats, plusieurs d'entre elles, les gens qui demandent, une des embûches qu'elles vivent, c'est que les gens autour d'elles ont de la misère à les soutenir parce qu'ils ne comprennent pas. Elles sont fâchées que les gens autour d'elles ne soutiennent pas leur projet de réparation, leur projet de dialogue. C'est pas qu'elles pensent que tout le monde doit penser comme elles, c'est que déjà qu'elles sentent qu'elles sont en dehors des normes dans leur projet, de sentir qu'en plus que les gens auxquels elles ont eu confiance les tirent, ça ne les aide pas. Il faut inclure les préoccupations des gens autour et non pas les exclure. 2 minutes, je vais directement, peut-être vous dire pour conclure, dans les moments dans lesquels les gens sont accompagnés de manière individuelle, les personnes sont accompagnées sur le discours qu'elles souhaitent livrer à l'autre. C'est un discours qui va être préparé par chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'elles souhaitent livrer et dans quelles conditions pensent-elles que ce sera reçu? C'est ça qui va permettre de voir est-ce que les attentes réciproques de chacune des personnes peuvent concorder. Et c'est pour cette raison que parfois, il n'y a pas de rencontre. Entre ce que je veux faire et ce que l'autre pourrait me permettre de faire, il n'y a pas de possibilité. Donc, il y a dans certaines situations où le médiateur veut user de discrétion, on ne réunira pas. Les conditions ne sont pas réunies pour que ça soit un dialogue qui soit sécuritaire entre elles.
Sachez que dans les dernières années, de manière qualitative, a eu à la fois des auteurs et des victimes qui ont vécu des processus ont été interrogés de manière approfondie. Je vais vous lire ce qui est ressorti de cette étude. En fait, la démarche de médiation spécialisée a été perçue par tous comme une expérience positive, indépendamment qu'il y ait eu un échange avec l'autre. Ce qui a été marquant, c'est d'avoir pu imaginer que c'était possible pour elle. Le rôle de la médiatrice a été très significatif. C'est une pierre angulaire dans la capacité d'accueil des attentes, de ne pas juger pour elle ce qui était bien pour elle. Ce qui est intéressant, puis c'est ce que je veux porter à votre attention, c'est que pour l'ensemble d'entre eux, ça a été sécuritaire, sécurisant, parce qu'elles ont eu un contrôle sur ce qu'elles prévoyaient dire, sur la suite des choses, est-ce qu'elles voulaient aller au-devant, dans quelle manière ça allait se faire. Donc, je finis là-dessus, avant que... En 2 mots, s'il te plaît. En 2 mots, c'est possible, mais dans certaines conditions. Bravo. Merci beaucoup, Marie-Ève. Petit à petit, on s'avance vers ce qui nous semble évident, la complexité. Mais petit à petit, on s'avance aussi vers une autre évidence, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Alors, Nacheli, la palabra es vuestra. Merci. Bonjour otra vez. Voy a tratar de... Creo que ahí está. Como ustedes me han dicho, los que me antecedieron la palabra, estamos ante un fenómeno complejo y no nada más complejo de entender y de abordar, sino que también ha tenido efectos en su complejidad, en retomar y sumar una serie de violencias adicionales. Mi participación va en torno a cómo básicamente estas dinámicas de normativa pendular, en donde hemos ido a ensayos y errores, o estos elementos que no nos están permitiendo poder abordar, lo decían igual, poca denuncia, a pesar de que es una violencia extendida en la vida cotidiana de millones de mujeres en el mundo, y que lo que ha pasado en los últimos años es que, si bien es cierto, sigue invisible en lo individual, está habiendo fenómenos colectivos, sociales, que están visibilizando cada vez más estas violencias sociales. Y lo que les voy a compartir es la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, alrededor exactamente de qué está pasando con una violencia que se adiciona a estas violencias, que es la violencia institucional. Es decir, qué pasa hoy por hoy cuando las mujeres no acceden a la justicia, no tienen elementos para, y ni tienen las instituciones como en mi país para acceder a instancias de justicia restaurativa y a procesos que les lleven básicamente a no ser violentadas de nuevo. Y entonces se suma a ellas lo que nosotros denominamos como violencia institucional. Voy a ceñirme a mi guión para poder no rebasar los 10 minutos, porque pues tengo que hablar un poco más lento para la traducción. La mediación como propuesta de solución de conflictos en el marco de la justicia restaurativa es una metodología flexible para adaptar a los diferentes contextos locales en los que se expresa la conflictividad social. En ese sentido, en tanto instrumento para la concreción de los principios de la justicia restaurativa, quisiera compartir en este espacio la experiencia de mediación social aplicada a las manifestaciones colectivas en contra a la violencia hacia las mujeres en México, acentuadas con motivo tanto del contexto de violencia en el país como por movimientos y expresiones de protesta estudiantil para denunciar violencia de género, sobre todo institucional. Antes de exponer la experiencia sobre esta mediación social, quisiera contextualizar este trabajo. La Ciudad de México es la capital de mi país.
De acuerdo con el último censo, la zona metropolitana supera los 20 millones de personas, lo que la hace la más grande del mundo fuera de Asia. En la Ciudad de México se realizan alrededor de 4,000 manifestaciones y expresiones de protesta social al año. Es decir, el promedio diario de movilizaciones y protestas en la ciudad es mayor de 10. En cuanto a las protestas para denunciar la violencia de género en contra de las mujeres, estas expresiones aumentaron a partir del 2017, a partir de movimientos como #MeToo, #No me cuidan, me violan, #BalanceTonPork. No solo aumentaron las marchas masivas, sino también las expresiones estudiantiles simbólicas y de paro para denunciar violencia sexual en los planteles y exigir cambios estructurales en las instituciones académicas, con expresiones como, por ejemplo, los tendederos estudiantiles, que básicamente es en los patios, en los lugares públicos de las escuelas, poner el mismo tipo de denuncias que hay como en el MeToo, pero muy concretas en los planteles estudiantiles. Naturalmente provocando paros para solicitud básicamente de atención a las demandas. Es así como tan solo en el 2020, a pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia, el 43% de las movilizaciones y ejercicios de protesta que acompañó la Comisión de Derechos Humanos de la capital estuvieron asociados con demandas de los feminismos. El porcentaje aumentó en 6 puntos porcentuales para el 2021, alcanzando el 49% de las protestas. 49 de las protestas de la calle están siendo con la agenda feminista y la agenda específica de violencia contra las mujeres. Estas protestas de los feminismos han tenido por efecto romper la secrecía que por mucho tiempo ha mantenido el mandato patriarcal, mismo que ha permitido la normalización de la violencia de género. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, déjenme ver, ahí está. El acompañamiento a las expresiones de protesta no solo forma parte de las acciones de protección a ese derecho humano, sino que la mediación social es una forma de proteger los derechos de las mujeres a favorecer la denuncia tradicionalmente opacada en los casos de violencia de género. El abordaje que realizamos de esta conflictividad social parte del reconocimiento de que la suma de las violaciones individuales a los derechos de las mujeres se vuelve reclamo colectivo, en tanto corresponde a un sistema generalizado de dinámicas institucionales, sociales y culturales de discriminación que tienen por efecto impactar negativamente a las mujeres en sus derechos a la igualdad y vivir libres de violencia, desde violencia psicológica hasta violencia feminicida. Asimismo, la Comisión parte del hecho de que este tipo de conflictividad social aumenta en tanto los mecanismos institucionales de prevención, atención y reparación de la violencia hacia las mujeres han sido insuficientes e inefectivos para que ellas accedan a la justicia. De ahí la importancia de lo que me antecedieron la palabra relataron con relación a establecer mecanismos de justicia restaurativa ligados igual puede ser a procesos de mediación, pero de justicia restaurativa exactamente para poder atender a lo que es la demanda en la calle, que es la demanda por justicia. Asimismo, la Comisión, en este sentido, la expresión colectiva y enérgica en contra de la violencia de género corresponde a esa generalización de violaciones a sus derechos, mismas que han sido históricamente desatendida, desestimada y perpetuada en mi país, al igual que en muchos de la región y en el mundo. Para la mediación social con motivo de las expresiones colectivas en mayor o menor escala de denuncia por violencia de género, la Comisión parte de una actuación, en su actuación del reconocimiento
de la victimización secundaria de las mujeres cometidas por las autoridades provoca antagonismos colectivos y que la falta de respuesta y la reiterada falta de acceso a la justicia por los canales institucionales genera agravios sociales generalizados. Existe la obligación de proteger el derecho a la protesta a partir de los altos estándares fijados por la ONU y el sistema interamericano. Tercero, existe diversidad en las formas de protesta expresadas por una misma causa y que en muchas ocasiones son antagónicas también al interior del movimiento. Ejemplos: anarquismo, feminismo radical, transfeminismos, abolicionismos, regulacionismos, feminismos indígenas, feminismos lesbianos, feminismos de la discapacidad. En estas marchas, además, predomina mucho que son marchas separatistas, es decir, cuando decías que no eres feminista, sí eres feminista. Hay muchos feminismos, ¿no? Y hay una gran corriente de feminismos que dice que hay que trabajar sobre las masculinidades y que no vamos a poder avanzar exactamente si no las tomamos en cuenta. Igualmente las transformamos, es decir, nos transformamos juntos. Las mujeres que protestan son diversas, con un particular énfasis en liderazgos y participación de mujeres jóvenes, adolescentes, muchas de ellas casi niñas, que están saliendo básicamente en este tipo de expresiones. Además tenemos que compartirlo, son expresiones, como les digo, en su mayoría separatistas y con altos índices igual de ejercicios violentos alrededor de la misma protesta. Existen expresiones de violencia que ponen en riesgo la integridad personal de las manifestantes y las autoridades policiales, lo que justifica la necesidad de mediar y el reto de hacerlo correctamente. Es evidente la convergencia de múltiples titulares de derechos para quienes es preciso dialogar antes, durante y después. Personas que protestan y se manifiestan, ciudadanía que transita o habita en las zonas de manifestación, titulares de derechos patrimoniales afectados con motivos de la protesta, autoridad policial, autoridades académicas en el caso de protestas en centros escolares y universitarios, prensa, comerciantes, entre otros. La pertinencia y efectividad de la mediación para la transformación del conflicto y transitar sin escalarlo y con el menor daño y efecto negativo para las partes. A diferencia de la mediación individual, en la que México no se permite en casos graves de violencia de género como la sexual o física, la mediación social no busca abordar caso por caso, sino modificar causas estructurales a partir del reconocimiento de patrones generalizados de transgresión identificados por las víctimas. Es decir, abordamos mediación, por ejemplo, en que se generen y respeten los protocolos de denuncia de acoso y hostigamiento en las escuelas, sentando a las partes y actuando en este tipo de mediación. Por su parte, durante la expresión de la protesta masiva o más pequeña, la mediación favorece el respeto a los protocolos del uso de la fuerza por parte de la autoridad policial, el abandono de expresiones violentas de protesta por parte de las participantes, la protección del colectivo en su tránsito y estancia en el espacio público, la atención de conflictos focalizados entre autoridad y manifestantes, la prevención de confrontaciones directas entre ambas partes, la eliminación de obstáculos a la protesta, entre otros. Compartir esta experiencia me permite enfatizar elementos relevantes sobre la mediación en sus diferentes expresiones y contextos. Déjenme, ¿no? Por favor, el tiempo. Voy. Es necesario reconocer y recordar siempre la naturaleza instrumental de la mediación individual y colectiva para no perder el foco en las víctimas y su contexto. La lectura de este contexto, conformado por elementos con actores y sus identidades, territorio, historia y cultura, es una condición necesaria para aplicar la mediación como instrumento. Es preciso reflexionar en torno a los principios de la mediación comúnmente considerados necesarios y cuestionar su pertinencia
para no reproducir la opresión, la dominación y el fortalecimiento de las relaciones de poder que son causa original de los conflictos, tanto sociales como individuales. Finalmente, como se ha planteado el antropólogo mexicano Lomstein, es debatible el monopolio del uso de la fuerza continúa siendo un elemento que nos defina como estados, por lo que es indudable es que cualquier estado democrático debe de tener sobre todo el monopolio de la justicia. Sin embargo, desde mi punto de vista, la justicia no se reduce a los mecanismos jurisdiccionales dispuestos por el diseño clásico, sino que ha evolucionado a partir de la adición de otros mecanismos como los no jurisdiccionales y medios alternativos para la solución de controversias, entre otros, para que las víctimas de violación a derechos humanos y delitos accedan a la justicia restaurativa. La protesta de los feminismos ha tenido un impacto en el perfilamiento de la agenda política y la opinión pública, es decir, ha acelerado el avance en el acceso igualitario de las mujeres a sus derechos y ante esa demanda ciudadana que se enmarca en la propia ruta de la exigibilidad de derechos reconocida en los marcos constitucionales. Tenemos que proteger los derechos humanos, es una obligación responder para potenciar el objetivo de la protesta, que es terminar con la impunidad y eliminar las causas estructurales de la violencia hacia las mujeres. Ya lo dice muy bien y muchas felicidades por el Premio Nobel de Neville para Francia, ¿no? Esta escritora feminista lo reconoce, esta que nos ha retratado la violencia en la intimidad, que hoy por hoy sigue habiendo un pendiente en la violencia de género hacia las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias. La parole est maintenant à Valérie. Absolument. Je vais m'efforcer de respecter les consignes. Bonjour, alors, c'est bon. Je vais vous parler du tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale, qui est en fait un projet pilote qui est en cours au Québec là, depuis la dernière année. Donc, en décembre 2020, il y a un comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales qui a déposé un rapport à l'Assemblée nationale intitulé « Rebâtir la confiance ». Ce rapport-là relevait plusieurs problématiques vécues par les personnes victimes de violences sexuelles et conjugales pendant leur passage à travers le système de justice criminelle. On parle notamment d'un manque de confiance des personnes victimes et du public envers le traitement des plaintes de violences sexuelles et conjugales. On dit que le parcours est long, pénible et complexe et que la personne se sent perdue pendant son parcours. On soulève aussi un sentiment de manque d'empathie, d'humanité, de compréhension de la part du système de justice et de certains acteurs. Et on signifie une perte de pouvoir sur la situation et le sentiment d'être dépossédé de son histoire. Le comité d'experts croit que la création d'un tribunal spécialisé va permettre de pallier ces difficultés et de rebâtir la confiance des personnes victimes et du public envers le système de justice. Donc, c'est le 25 novembre 2021 que l'Assemblée nationale a adopté une loi, qui est la loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales. La loi vise, entre autres, particulièrement à rebâtir la confiance des personnes envers le système de justice. Elle vise à ce que des mesures soient prises pour que les personnes qui le souhaitent entament et poursuivent des procédures judiciaires. On veut que les services psychosociaux et judiciaires offerts aux personnes victimes soient intégrés et adaptés, que les lieux physiques soient aménagés pour être sécuritaires et sécurisants, et qu'un effort soutenu soit fait afin de réduire les délais de traitement des dossiers. La loi vise à assurer un cheminement particulier des poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle et conjugale, mais aussi le perfectionnement des intervenants pour réduire les risques de victimisation secondaire qui impliquent que les personnes victimes soient soumises à des situations de minimisation ou d'insensibilité par rapport à la violence vécue. Donc, il est souhaité que les besoins particuliers des personnes victimes soient considérés tout au long de leur cheminement, y compris pendant le parcours judiciaire. On veut que l'accompagnement des victimes soit fait par des intervenants spécialisés, formés en continu, et il est aussi nécessaire que l'accompagnement tienne compte des réalités culturelles et historiques des personnes victimes issues des communautés autochtones et des communautés inuites. Il
faut bien garder en tête que le tribunal spécialisé ne vient pas modifier le droit applicable, ni les règles de preuve et de procédure, ou encore les droits garantis par la Charte. C'est le processus d'accompagnement et les collaborations qui entourent la personne victime qui sont adaptés pour faciliter son passage et améliorer son expérience dans le processus judiciaire. Parlant des droits, les droits des personnes victimes sont spécifiquement reconnus par la Charte canadienne des droits des victimes et par la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. On y retrouve entre autres le droit d'être traité avec compassion, courtoisie, équité et compréhension dans le respect de sa dignité et de sa vie privée, mais aussi le droit d'être informé sur ses droits, ses recours, les services d'aide, de prévention, de protection, mais aussi sur les programmes de justice réparatrice. Le tribunal spécialisé offre une place privilégiée à l'autodétermination de la personne victime de violences sexuelles ou conjugales et place la victime au cœur de l'intervention à chaque étape du processus judiciaire. Donc, le modèle d'accompagnement offert au tribunal spécialisé s'oriente autour de la bienveillance, du respect du cheminement des personnes victimes, du respect des besoins propres aux victimes autochtones, de l'excellence des services sociaux judiciaires, de leur collaboration et de leur engagement. C'est un peu petit, mais... Maintenant, pour réussir tout ça, il y a un programme de formation générale qui a été mis en place. On parle de formations qui sont destinées à l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'intervenir dans le processus judiciaire. Donc, ça s'adresse aux procureurs, aux poursuites criminelles et pénales, aux avocats de la défense, aux intervenants sociaux, aux policiers, aux agents de probation, agents de liaison, agents de libération conditionnelle. Et le programme de formation se divise en 3 volets. Donc, il y a la formation de base, la formation spécifique et la formation spécialisée. La majorité, en fait, certaines de ces activités sont offertes en présentiel, mais la majorité là, sont présentées en mode virtuel. La formation de base, pour l'instant, a 4 sujets. Le premier sujet, évidemment, la violence conjugale. La première formation qui est prévue s'intitule « Mieux comprendre la violence conjugale pour améliorer le parcours judiciaire des victimes ». C'est une formation qui a une durée de 7 heures, qui est offerte par le regroupement pour femmes victimes de violences conjugales. La deuxième, prévenir l'homicide du partenaire intime. C'est une formation qui a une durée de 3 heures et demie et qui est offerte par une chercheure à l'Université du Québec à Montréal en collaboration avec les cellules d'intervention rapide. Ensuite, le deuxième sujet, violence sexuelle et exploitation sexuelle. La formation prévue s'intitule « Traitement judiciaire en matière de violence sexuelle ». C'est une formation qui a une durée de 14 heures et qui est offerte en présentiel à l'Université McGill à Montréal. Et puis, il y a d'autres formations complémentaires là, qui sont aussi en cours de développement en collaboration avec Jury Pop et La Clé, qui est un organisme de lutte contre l'exploitation sexuelle. Ensuite, une formation est en cours de développement, traite de la réalité propre au milieu autochtone. C'est une formation qui est faite en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal et une professeure anthropologue et muséologue abénakiste. Et finalement, une formation sur la réalité des enfants en contexte de violence conjugale et sexuelle est aussi en cours de développement. Concernant le volet des formations spécifiques, différentes formations vont être éventuellement offertes sur des réalités particulières. Par exemple, on parle de l'intervention en contexte interculturel, des hommes victimes, des personnes en situation de handicap ou en situation de problématiques de santé mentale. D'ailleurs, cet automne, il y a déjà une formation spécifique qui est offerte par l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et qui vise à démystifier la violence conjugale post-séparation. Il y a aussi une autre formation qui est présentement en cours d'élaboration et celle-ci porte sur les réalités propres aux populations LGBTQ+, en contexte de violences conjugales et sexuelles, et la préparation se fait en collaboration avec des chercheurs universitaires et des organismes communautaires du milieu. 2 formations spécialisées ont été identifiées. La première formation, on commence par le début. La première formation, c'est une formation qui s'adresse aux intervenants socio-judiciaires de liaison. Comme c'est un nouveau poste qui a été créé là, dans les centres d'aide aux victimes d'actes criminels dans le cadre du tribunal spécialisé, le contenu de la formation est propre à ces nouvelles fonctions-là. Donc, on parle notamment de l'évaluation des besoins et du fonctionnement social, l'appréciation du risque en continu et le rôle de coordination des services offerts à la personne victime.
Ensuite, une formation pour les intervenants de confiance des personnes victimes qui vont être appelés à participer aux procédures judiciaires est aussi en cours de développement. Et ces formations-là ont pour objectif de permettre le développement des compétences spécifiques liées au tribunal spécialisé. Maintenant, l'accompagnement des personnes victimes au sein du tribunal spécialisé débute dès le premier contact avec un service de police, qui est une dénonciation ou non. Et l'accompagnement se poursuit de façon verticale jusqu'à la fin de l'exécution de la peine, le cas échéant. Les services d'accompagnement psychosociaux et judiciaires sont intégrés et adaptés aux besoins et au parcours des personnes victimes et sont dispensés par des intervenants spécialisés. Et en plus de cet accompagnement-là et d'une meilleure prise en compte des enjeux de sécurité, il y a des mécanismes de coordination et d'intégration de services qui sont prévus autour de la personne victime quand elle est accompagnée par des intervenants qui sont extérieurs au système de justice. Maintenant, comment ça fonctionne? En fait, c'est le directeur aux poursuites criminelles et pénales qui est responsable d'identifier à la lumière des circonstances au dossier si l'infraction alléguée a été commise dans un contexte de violence sexuelle ou conjugale. Si c'est le cas, il doit référer le dossier à la division spécialisée en matière de violence sexuelle et conjugale de la Cour du Québec. La division spécialisée va considérer toutes les causes de violence conjugale et sexuelle, incluant l'exploitation sexuelle et la marchandisation de services sexuels. Et peu importe l'âge des personnes victimes, toutes les causes vont être considérées. Et finalement, c'est la Cour du Québec qui voit à la planification et à l'organisation judiciaire des dossiers au sein de la division spécialisée. On parle de la mise au rôle, de la fréquence et de la durée des dossiers. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les règles de droit demeurent les mêmes. En ce qui concerne l'aménagement des lieux, le rapport d'experts Rebâtir la confiance souligne l'importance d'offrir aux personnes victimes un accompagnement dans des lieux sécurisants et sécurisés quand elles doivent se présenter au palais de justice. Donc, le tribunal spécialisé prévoit plusieurs mesures visant l'aménagement des lieux physiques, comme par exemple des salles d'attente réservées et sécuritaires, l'aménagement de bureaux pour rencontrer les personnes victimes et un meilleur accès aux dispositifs qui facilitent le témoignage, comme des paravents ou des outils technologiques. Et finalement, des mesures sont aussi mises en place pour éviter que les personnes victimes croisent l'accusé au tribunal lorsqu'elles se présentent. Merci Mélanie d'aller vers les mots de conclusion, s'il te plaît. Oui. En fait, le modèle de tribunal spécialisé s'appuie sur l'idée qu'un changement de culture est nécessaire pour rebâtir la confiance des personnes victimes et du public à l'égard du système de justice. Ce changement de culture appelle les différents acteurs socio-judiciaires et les partenaires du réseau d'aide communautaire et institutionnel à revoir et à faire évoluer leurs pratiques de concertation. Et ça amène à reconnaître que les collaborations intra- et interprofessionnelles sont des pratiques à promouvoir et à valoriser. Et ça implique que du temps doit être dégagé pour qu'elles se mettent en place concrètement au sein de cette nouvelle instance. Le projet pilote a été lancé dans 10 districts judiciaires au cours de la dernière année et c'est un projet qui est prévu pour 3 ans. Et il va être évalué notamment au moyen de consultations auprès des personnes victimes qui auront fait l'expérience du tribunal spécialisé. Merci. Merci Mélanie.